Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et un invité m'accompagne sur ce plateau. Avec lui, nous tentons de décortiquer l'actualité politique dans le pays. L'actualité, justement, ça reste dominé, à l'heure où nous parlons, par la décision de la Cour de cassation qui a tout simplement rendu un verdict cassant les décisions prises par les juridictions inférieures dans l'affaire de Vital Kamerhe. On peut donc considérer que Kamerhe est désormais innocent des faits qui lui ont été reprochés. On parle d'un deal politique entre lui et Félix Tshisekedi. On va discuter de toutes ces questions-là. On revient également sur cette épineuse question de tribalisme qui monte de plus en plus. Les inquiétudes montent. Certains disent qu'il y a le feu qui est en train de couver entre d'un côté les Katangais et les Kassaïens. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Qui est responsable de ça? On parlera aussi quand même du social avec le manque de carburant, la situation des 145 territoires. Nous ferons un focus là-dessus. Notre invité du jour, c'est un habitué de nos plateaux, Monsieur Alain Bolodjoua. Monsieur Bolodjoua, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Vous avez fait quoi? Comment pour arriver? Parce qu'il y a les carburants, c'est toujours difficile, le transport, tout est compliqué là. Bon, personnellement, je n'ai pas vécu ça parce qu'il y avait possibilité de trouver les transports. On a trouvé un transport qui nous a amenés jusqu'ici, donc ça va. Et on a trouvé qu'il y avait quand même des fils au niveau des stations. On va parler de ça parce que vous êtes quand même spécialiste de l'économie de développement. Exactement. Vous avez d'ailleurs rédigé un ouvrage. On va parler de ça à la fin de cette émission parce qu'on parle d'ouvrage. Laissez-moi vous présenter celui-ci. Notre ami peut faire un gros plan pour vous présenter l'ouvrage. J'ai promis à son auteur que je vais en parler. Voilà, l'ouvrage de notre aîné, Hubert Kabasubabo Katolondi, qui vient donc de publier son ouvrage, L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit, tome 1, le président Félix Tshisekedi et l'UDPS en 30 mois d'impérium en RDC, entre l'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. C'est donc ça le titre. Il fait un peu l'analyse de la situation dans le pays, il creuse un peu. En gros, il explique qu'en 30 mois, le pouvoir du président Tshisekedi n'a pas apporté le changement attendu. Vous lui donnez raison, Alain Bolodjoua. Il y en a beaucoup comme ça, des intellectuels, qui estiment que les espoirs portés sur Tshisekedi, sur l'UDPS au pouvoir, n'ont pas rencontré les attentes des Congolais, là. Tout en le félicitant, je considère pour ma part que apparemment les gens se sont rendus compte des insuffisances notoires de ceux qui sont au pouvoir 30 mois après. Et pourtant, il y avait déjà des signes précurseurs qui démontraient à suffisance que nous ne pouvons pas avoir un autre résultat que celui que nous avons aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en prenant tous les éléments de manière objective, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas faire mieux. Mais ceux qui avaient quand même de l'espoir, moi-même, ici, j'avais de l'espoir. Fort malheureusement. Moi, et heureusement que vous avez été... Exactement. J'aime toujours les rappeler quand vous êtes là que je faisais des débats. Je suis un témoin oculaire. J'ai vécu ça. Et fort malheureusement, vous avez plus placé la foi au lieu de placer la raison. Parce que techniquement, comment pouvez-vous démontrer la capacité que pouvait avoir M. Félix Tshisekedi pour résoudre ou relever les grands défis de la République démocratique du Congo? Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes en face d'une situation, ne tenez pas seulement compte de la pratique courante, mais tenez aussi compte de variables explicatives. Au regard de nos réalités, il fallait avoir quelqu'un qui est pétri des valeurs, quelqu'un qui a la maîtrise du fonctionnement de l'État et quelqu'un qui a la capacité de fédérer les énergies. Donc tout ce que nous avons cité là,
aucun atout ne peut se retrouver dans la personne de M. Félix Tshisekedi. Vous dites quoi? Quelqu'un qui a quoi? Vous avez cité 3 choses. Je crois que ceux qui nous ont suivis ont compris l'essentiel de mon message. C'est-à-dire qu'au regard de tous ces éléments, moi personnellement, je savais que M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas faire mieux. Lorsque la personne qui est devant vous n'a pas la capacité de transformer les intentions en politique publique, je ne vois pas comment vous pouvez espérer vivre mieux. Parce que là, déjà, ça posait problème. M. Félix Tshisekedi a toujours adopté une posture de contestation. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi n'a jamais réfléchi sur le comment résoudre le problème. Il est là comme un syndicaliste. C'est-à-dire qu'il sait comment revendiquer pour avoir de l'eau. Il sait comment revendiquer pour que l'on construise des routes. Il sait comment revendiquer pour avoir un droit X ou Y. Mais il ne sait pas comment transformer les revendications en politique publique. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi personne ne s'intéresse à son background? Pourquoi même la Cour constitutionnelle a eu du mal à nous dire ce qu'il a fait dans le passé? Non, vous parlez background, par background, vous parlez quoi? Les études non, mais études, expérience et expertise. Personne ne s'y intéresse. Alors, sur base de quoi peut-on espérer vivre le mieux-être avec quelqu'un qui n'a pas de passé? Il n'a pas d'adresse scientifique, il n'a rien, à part d'être le fils à son père. Et vous pensez, dans ce contexte-là, vous pouvez espérer quelque chose de mieux. Non, mais Félix vous a dit qu'il a étudié non, mais ça, c'est ce que lui a dit. Félix, il a été en Belgique, il travaillait. Est-ce qu'il n'a jamais travaillé de sa vie? Non, mais attendez, cher ami. Vous pouvez travailler, mais vous n'avez jamais assumé de poste de commandement. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas destiné à relever les grands défis. Vous n'avez pas travaillé sous pression. Vous ne savez même pas comment prendre des décisions, comment orienter les dossiers, comment évaluer. M. Félix Tshisekedi était qui? S'il n'était pas cadre de collaboration, certainement qu'il était un exécutant. Alors, vous prenez quelqu'un qui n'a pas un background, vous faites de lui président de la République. Et pas à n'importe quel moment. Au moment où le pays sortait d'un nouveau régime, d'un ancien régime. Parce que, ce qui est vrai, la situation qu'a trouvée M. Félix Tshisekedi, c'est la meilleure des situations que pouvait trouver un président. D'abord, vous avez trouvé dans les conditions où la population ne voulait plus de l'ancien régime. Deuxièmement, l'ancien régime a eu à poser les jalons pour l'avènement d'une république. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir toutes les institutions, une armée, une administration, bien que qui avait quand même des insuffisances, mais au moins vous avez trouvé des structures qui existaient. C'est que M. Félix Tshisekedi devait faire, en réalité, s'il était un manager, pas un bon, mais ne fût-ce qu'un manager, il devait juste laisser chaque institution jouer sa partition. Lui devait jouer le rôle, n'est-ce pas, d'un maestro, d'un chef d'orchestre. Fort malheureusement, il n'a pas ces atouts-là, parce que tous ces atouts-là, on apprend ça à l'université. À l'université où il prétend avoir passé ses études, ou fait ses études, je ne sais pas s'ils n'ont pas le cours de management. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je comprends l'attitude de notre aîné, je comprends. Et justement parce que... L'attitude des Kabasoubabo dans son ouvrage. Je comprends et je le félicite, bien que peut-être que lui aussi il a compris en retard. Je comprends son souci de donner certaines informations justement pour prévenir les générations futures. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord commencer à faire les mea culpa. Qu'est-ce qui vous motivait de soutenir M. Félix Tshisekedi? Qu'avait-il d'extraordinaire pour donner l'espoir et placer votre espoir en lui? Déjà, le problème de diplôme pose problème. Personne ne peut nous certifier aujourd'hui qu'il y a cette faculté dans cette institution d'enseignement. Donc il n'a pas de diplôme de l'université? Non, mais je doute. Jusque-là, je ne sais pas. Et s'il en avait, pourquoi la Cour constitutionnelle n'en a pas parlé? Et c'est ça, c'est un débat. Non, mais c'est effectivement un débat. On dit que ce sont les professeurs d'université qui ont détruit ces pays, non? Non, comme Mobutu n'était entouré que de professeurs d'université. Les Mabi Moulumba étaient... Non, mais Mabi Moulumba n'a jamais été conscience. Mabi Moulumba n'a jamais été président de la République. Ils ont été les premiers ministres. Non, mais effectivement... C'est eux qui ont entouré Mobutu, c'est eux qui... Effectivement. Est-ce que le problème du pays, c'est d'être bardé des diplômes ou d'être plutôt... Connaître pour mieux servir. Il faut connaître. Connaître pour mieux servir.
lorsque lui prend des accords, il signe des accords avec le Rwanda, est-ce qu'il mesure la portée de ce qu'il fait? Est-ce qu'il connaît au moins le comportement des agents au niveau international? Est-ce qu'il comprend au moins l'incidence de ce que lui signe comme accord par rapport à au fonctionnement de l'État? Il faut connaître. Vous voulez quand même présenter notre président de la République comme un ignorant, comme... Non, c'est ça le problème avec vous, Bolo. Non, mais attendez. Ça frise la haine, ça frise la... Non, merci pour les compliments. C'est ça le problème avec... Ce qui est vrai, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous comprendre. Parce que lorsque nous disions ça, personne ne nous comprenait. Aujourd'hui, il y a notre aîné qui a écrit un livre, justement pour expliquer ce que nous avons tenté d'expliquer il y a de cela 3 ans. Lorsque j'en parlais, personne ne me croyait. Aujourd'hui, vous voyez, justement parce que nous sommes par moments, les Congolais sont par moments complaisants lorsqu'il s'agit d'analyser des questions d'État. Il n'y a pas d'état d'âme dans tout ce que nous devons faire. Le président de la République ne peut pas être président de la République qui le veut. Non, il doit répondre à un certain critérium. Il doit être modelé. Avec de la pondération, on doit sentir qu'effectivement, quelqu'un qui a la maîtrise de quelque chose. C'est ce que nous ne voyons pas. Et vous savez, dans la discipline politique, je suis économiste, mais je dois être ce type d'ignorant qui connaît peu sur tout. Il faut chercher à avoir l'information. Mais si vous n'avez pas de modèle d'analyse, si vous n'avez pas d'approche scientifique, vous n'avez pas de méthodes et techniques, ne fût-ce que pour une seule science, vous ne méritez pas être président. Alors dites-moi. Et notre président n'a aucune... Non, mais il a fait le marketing communication, d'après ce qu'on nous dit. On ne sent pas le marketing en lui, on ne sent pas la communication en lui. Il est bon à quoi? Soyons sérieux. Le Congo mérite mieux. On ne pouvait pas remplacer Kabila par Félix Tshisekedi. Il fallait avoir quelqu'un qui a de la capacité, je dirais mieux de la capacité, à redresser les choses et à donner la chance à l'État de connaître son envol sur le plan socio-économique. On ne le sent pas. La croissance économique, on n'en parle pas. À quoi ça sert d'avoir un président qui n'arrive même pas à résoudre ses propres problèmes? Au lieu que nous construisions la République, nous construisons la personne de Félix Tshisekedi. Et c'est ça la gouvernance ici au Congo. Non, ça ne se justifie pas. Prochainement, bien que tout le monde a cautionné cela, prochainement nous devons être exigeants. Un jour tu nous diras Félix Tshisekedi à Zolaonini, parce que quand vous ouvrez la bouche, pour vous, de Tshisekedi, il n'y a que du noir, il n'y a que... Voilà, il n'y a que obscurantisme. C'est quand même assez grave quand vous parlez de Tshisekedi. Moi, je suis vraiment... Non, mais vous serez peut-être surpris, parmi les gens qui ont beaucoup aidé Félix Tshisekedi, je peux prétendre aujourd'hui de l'avoir soutenu, de l'avoir aidé dans beaucoup de choses. Lorsque nous fustigeons les insuffisances de gouvernance, c'est justement pour essayer de l'amener soit à démissionner, soit à s'amender. Si nous avions suivi depuis le 24 janvier 2019, il n'allait pas commettre autant d'erreurs. Même l'acte nommant son directeur de cabinet, émaillé d'erreurs. Voyez-vous? Donc quelque part, nous faisons notre part, nous amenons l'éveil au niveau de la population. S'il avait vraiment l'amour du Congo, il devait prendre son bloc-notes et son stylo, noter tout ce que nous disons. Et prendre des mesures de mitigation justement pour éviter de commettre autant d'erreurs. Vous pensez que Félix Tshisekedi, il y a une année qui lui reste, il a encore la possibilité de s'amender, de faire mieux que vous? Est-ce que vous croyez qu'il peut avoir une capacité de résurgence du président de la République? Non. Monsieur Félix Tshisekedi est mal parti. Il ne fera plus rien. Ne rêvez même pas. Même si vous lui accordez 10 ans, il ne fera plus rien. Parce que les prémices sont déjà mauvaises. Vous savez, en management, dans l'une des parties, de l'un des chapitres, management institutionnel, on a insisté sur le caractéristique d'un bon leader. Et là, on vous dit directement qu'un bon leader doit être entouré de 2 types de collaborateurs. Ceux qui sont capables d'anticiper sur ce qui peut arriver et ceux qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes qui arrivent. Il n'a ni l'un ni l'autre. Il n'a personne pour anticiper, personne pour proposer des pistes de solutions par rapport aux problèmes qui sévit dans le pays. Mais il a quand même un cabinet de plus de 1000 personnes. Non, mais je vous dis, non, il a un cabinet, mais il n'a pas de collaborateurs capables d'anticiper et de collaborateurs capables d'apporter des solutions. Ce sont des yes men. Comment un conseiller qui ne fait qu'applaudir?
Depuis qu'ils ont commencé, ils ne font qu'applaudir. Même quand ils commettent des erreurs, ils ne font qu'applaudir. Lorsqu'on vous dit, M. Félix Tshisekedi ne devait pas approcher le Rwanda, surtout pas Kagame. Quand lui prend la position d'aller soutenir Kagame, les gens ont applaudi. Aujourd'hui, il refuse de saluer Kagame, les gens applaudissent. Non, ce n'est pas sérieux. Soit vous lui dites des vérités pour qu'il change, ou soit vous le laissez noyer comme il est aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en regardant la situation actuelle, ce régime est bon pour la poubelle. Sérieux? Je vous dis, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Rien du tout. Même si vous les amenez, vous les tamisez, ils n'ont rien. Ils ne feront rien. Bon, et constitués essentiellement des caïmans, des vautours, des vampires, des charognards, ils ne feront rien. Dites-moi, comment M. Félix Tshisekedi arrivera-t-il de se chercher un bon conseiller en charge de l'économie et des finances? Ça va prendre combien d'années? Pour se trouver un conseiller sur des questions sécuritaires, il va prendre combien d'années? Déjà là, au niveau de son cabinet, incapable. Et lorsque vous allez au niveau institutionnel, il a la maîtrise de quoi? Parce que vous avez une sorte de mosaïque constituée essentiellement des anciens escrocs, des anciens voleurs, des gens qui n'ont pas de moralité et qui se mettent ensemble, qui applaudissent tout en mettant en place des mécanismes pour que M. Félix Tshisekedi échoue, pour qu'eux aient raison. Dites-moi, dans ces contextes-là, il va faire quoi? Il ne fera rien. S'il a le courage de faire quelque chose, je crois que la capacité de M. Félix Tshisekedi ne peut se mesurer que par sa capacité à dire « je démissionne ». S'il peut dire ça, il va servir la République. Ou sinon, on va continuer dans ces désordres, dans ces politiques polluées. Et en fin de compte, la population n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà. Le président Tshisekedi est candidat pour 2023. Hein. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Non, mais c'est au peuple de décider, c'est pas à vous. Non, mais attendez, quel peuple? Il a déjà été choisi par le peuple où? Mais il est président comment? Oh, mais c'est une invention de Kabila! Ça, c'est une invention de Kabila. Lui, il a été élu. Qui connaît la ventilation? Les résultats ont été publiés sur base de quelle loi? C'est une invention de Kabila. Et tout ça, c'est Kabila. Nous voulons les changements à un prix. Nous devons éviter d'être complaisants parce que la vie de toute une nation en dépend. Je l'ai dit dans d'autres chaînes et je crois l'avoir dit ici. Aujourd'hui, le pouvoir actuel apparaît comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. Vous ne savez même pas ce qu'il va en faire. Il peut se tuer lui-même. Il peut vous causer du tort, blesser les autres, même tuer. Comment pouvez-vous donner autant de pouvoir à des gens comme ça? Comment? Déjà comment? Non, moi je crois qu'il faut désirer les changements. Et les changements impliquent. Il faut désirer les changements. Non mais il faut attendre en 2023. Hein. Il faut battre campagne pour que Tshisekedi ne passe pas. Hein. Qui va battre campagne pour Non, ceux qui vont aller aux élections, continuez dans votre délire. Hein? Moi je pense qu'il est temps que nous enclenchons l'article 64. Parce que nous n'avons pas de choix. Attendons d'abord à analyser ce qui vient de signer comme accord. Lorsqu'on va avoir les éléments, on saura si effectivement M. Félix Tshisekedi mériterait ne fût-ce qu'une semaine. Attendons. Non, mais parce que tu parles de Tshisekedi, je voulais qu'on commence par autre chose, mais tu m'amènes sur le terrain de Tshisekedi. Il venait de faire adhérer le pays dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Il a dit, j'ai vu les discours des uns et des autres, on travaille en communauté pour que les développements soient assez communautaires, pour que les pays ne s'entretuent pas entre eux. Est-ce que vous croyez que le Congo aura à gagner avec l'adhésion que M. Tshisekedi vient de faire à la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Bon, moi je crois que pourquoi ne pas attendre à ce que le ministère des Affaires étrangères nous dise effectivement en profondeur quelle est la quintessence, quelle est l'étude qui a été menée et qu'est-ce qui a permis à ce que nous allions dans cette approche-là. Parce que par moment, les décisions se prennent au niveau des cabinets. Moi personnellement, je ne crois pas à la technicité des membres du cabinet comparativement à ceux qui travaillent au niveau du secrétariat général. Parce qu'eux, au moins, ont de l'expérience et de l'expertise. Dans le recrutement de membres du cabinet, il y a d'autres variables qui justifient ce choix-là. Tous ne sont pas des techniciens. Il y a des anciens chômeurs qui travaillent aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils sont là, ils sont conseillers, et lorsqu'ils prennent position, même le traitement de dossiers, ça se fait par moment, par complaisance. Nous sommes membres de plusieurs organisations régionales et sous-régionales. Voyez-vous?
Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvions quelque part avec le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et consorts. Nous sommes membres du sujet du droit international, membres de la communauté internationale. Nous sommes dans les Nations Unies. Nous sommes au niveau africain. Nous sommes au niveau de la SADC. Nous sommes au niveau de COMESA. Il y a autant CEAC. Il y a autant d'organisations où nous sommes membres. Mais la question que nous devons tous nous poser, que gagnons-nous devant toutes ces réalités-là? Qu'est-ce que le Rwanda nous apporte? Parce que lorsque le Rwanda était le président de l'Union africaine, il y avait guerre chez nous. Il serait absurde de notre part de penser qu'intégrer une nouvelle organisation sous-régionale serait pour nous de l'aubaine. Non. Et d'ailleurs, si vous allez dans une approche purement économique, dans ces marchés-là, nous gagnons quoi? Parce que dans la stratégie du Rwanda, apparemment, c'est le Rwanda qui va tirer des ficelles. Qui ne sait pas que la stratégie du Rwanda était quoi? De paralyser la partie Est pour renforcer la dépendance de Congolais vivant dans cette partie aux produits venant du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. C'est démontrable. Ils empêchent à nos femmes, à nos mamans, à nos filles, à nos frères, à nos petits frères de faire des champs et de nourrir notre économie. Et nous dépendons essentiellement, ceux qui ont fait toute la partie Est. Tout ce que nous produisons, la quasi-majorité de produits manufacturiers provient de quel pays? De ces pays-là. Et vous ouvrez le porte, vous voulez maintenant qu'ils viennent vendre chez nous, mais la question que nous devons tous nous poser, qu'allons-nous vendre chez eux? Qu'avons-nous? Parce qu'au-delà des matières premières, telles que le mine, sur le plan de la consommation quotidienne, nous allons apporter quoi? Qu'est-ce que nous allons gagner si aujourd'hui nous ouvrons nos portes et que nous transactons avec ces pays-là? Parce qu'eux ont créé les conditions pour que nous soyons dans l'incapacité de produire. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, et d'ailleurs je ne sais même pas, lorsque le président de l'Ouganda prenait parole, je ne sais même pas si M. Félix Tshisekedi avait compris ce qu'il avait dit. M. Félix Tshisekedi ne parlait pas l'anglais, il est comme moi. Mais lorsque son homologue parlait, lui n'avait même pas des écouteurs, il n'avait même pas de casque. A-t-il compris ce que l'autre a dit? Voyez-vous? C'est-à-dire que lui-même ne prend pas ça au sérieux. Est-ce que le gouvernement a pris le soin d'analyser les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que nous gagnons en intégrant cette organisation-là? Au regard de tous ces éléments, je me rends compte que nous venons encore d'être bernés. Nous avons intégré COMESA. Nous tous, nous pensions que ça allait apporter un plus. Cela a apporté quoi? Dites-moi, COMESA aujourd'hui apporte quoi à la République? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous sommes de la SADC. Dites-moi, qu'est-ce que nous gagnons? Même lorsque nous sommes attaqués par un membre de la SADC, est-ce que la SADC intervient en notre faveur? Au lieu d'investir au niveau interne, pour permettre à ce que nous profitions de nos avantages comparatifs, vous pensez que l'essentiel c'est d'augmenter le nombre. Et à chaque organisation, il y a des cotisations que nous devons payer. Et nous cédons une partie de notre souveraineté. Nous gagnons quoi? Mais le Rwanda va gagner. Parce que le Rwanda va créer, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, ils vont gagner justement parce qu'il y a plus de 100 millions de personnes. Leur marché va s'élargir. Ils vont commencer à vendre ce qu'eux produisent. Mais nous produisons quoi? En dehors de Koulouna que nous voyons là dans les partis politiques, on a quoi? C'est quand même décevant. Les gens qui traitent des dossiers avec autant de légèreté. Allez, parlons actualité. L'actualité, c'est, je veux dire, parler de l'acquittement pratiquement de Vital Kamerhe, la Cour de cassation qui devait se prononcer aujourd'hui. À l'heure où nous tournons cette émission, on me signale à l'oreillette que la décision serait tombée. Je parle conditionnel. La décision serait tombée. Vital Kamerhe, la Cour de cassation a cassé le verdict rendu par les juridictions inférieures. On dit que c'est un deal orchestré par Félix Tshisekedi lui-même qui amène à l'acquittement des Kamerhe. Est-ce que vous croyez que là nous sommes en plein procès, dans un simulacre de procès, et nous sommes dans une justice politisée? Je crois que ceux qui m'ont toujours suivi depuis les débuts du mandat de M. Félix, mandat fantaisiste de M. Félix Tshisekedi, je l'avais toujours dit. Le programme des 100 jours est l'initiative propre à M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui l'a élaboré, c'est lui qui a mis en œuvre,
C'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir, c'est lui qui a évalué, c'est lui qui était satisfait, et fort malheureusement, il n'a jamais été inquiété. Et lorsqu'on parle de programme de 100 jours, on semble négliger le porté criminel. C'est-à-dire qu'il y a un côté criminel de ces programmes. Et fort malheureusement, lorsqu'on nous amène dans le procès, on parle du procès des 100 jours. Il n'y a jamais eu de procès 100 jours. Jamais, je peux défier quiconque. Mais il y a eu de procès de certains projets du programme 100 jours. Tenez, le programme 100 jours avait une enveloppe de près de 700 millions de dollars. Pas de 480, 700 millions de dollars. Dans leur tableau synthèse, il y avait 488 millions de dollars. Le tableau synthèse. Et dans ces tableaux synthèse, on a réparti selon le secteur. Le route, 240 millions et de poussière. On devait réhabiliter 2217 km de route en terre, où on devait enlever les bourbiers. On devait réhabiliter et construire des routes à Kinshasa et dans certaines provinces. On devait réhabiliter des ponts, réparer et déployer les bacs. Et on devait construire 10 sauts de moutons. J'ai dit bien, 10 sauts de moutons. Commençons d'abord à évaluer rubrique par rubrique. Combien de kilomètres de route ont-ils été réhabilités? Combien de kilomètres de route ont-ils été construits? Dites-moi, combien de ponts, en dehors de 3 ponts qu'on nous a présentés, sur le 24 ponts, combien de ponts ont-ils été? C'était prévu 24. 24 ponts. 24 ponts. Plus de 240 millions de dollars. Pour la construction de 24 ponts. Non, 24 ponts, construction de route, saut de moutons, parce que par saut de moutons, c'était 2 500 000 par saut de moutons. Il y a des sauts de moutons qui nous ont coûté pratiquement le double. On n'en parle pas. Il y avait 46 millions pour réhabiliter les hôpitaux et l'acquisition des équipements et des médicaments. 46 millions de dollars. 10 millions pour acheter les médicaments, 36 millions pour les équipements et la réhabilitation. Parmi les bâtiments à réhabiliter, clinique quinoise, Mama Yemo, hôpital sanatorium de Selembao et d'Enjili. Sans compter dans tous les territoires, on devait réhabiliter les hôpitaux de référence. Combien d'hôpitaux ont-ils été réhabilités? Les 10 millions là qu'on devait acheter les médicaments, ils ont donné à une quincaillerie. Ils ont acheté des produits, tout ça a été périmé. C'était en mauvais état, on a tout jeté. Alors que c'était 10 millions et on dépensait 5 400 000. L'éducation, 37 millions de dollars. On devait réhabiliter 139 écoles, parachever 119, réhabiliter les autres écoles et équiper les écoles. Dans tous les territoires, pratiquement, il y avait au moins une école par territoire. Combien d'écoles ont-ils été réhabilitées? Vous prenez, la régie des eaux aurait perçu près de 20 millions de dollars pour renforcer leurs équipements. Combien d'argent ont-ils été affectés dans ce sens-là? Près de 20 millions de dollars pour l'énergie, d'abord au niveau de la SNEP pour renforcer leur capacité. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y avait 65 600 000 dollars pour la modernisation du port de Kalemi et 600 000 dollars pour les études de faisabilité du port du site Kivu. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous prenez 57 millions de dollars. Je peux défier quiconque ici. Dans tous les sites prévus dans le programme, il n'y a pas de maisons qui ont été construites. Il y en a au Kinshasa. Ce n'était pas dans le programme des 100 jours. Ça, c'était une improvisation des dernières minutes de M. Félix Tshisekedi. Dans le programme des 100 jours, on devait construire à Kinshasa 300 logements à Maluku. Il n'y a pas eu de construction là-bas. Ça, c'est une autre improvisation comme d'habitude. Le Kasai, Kananga, Mbujimaï, 300. Bukavu, 300. Matadi, 300. Kinshasa, 300. Combien de maisons ont-elles été construites là-bas? 37 millions de dollars. On n'en parle pas. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est un autre projet. Les maisons construites, là, c'est un autre projet. Rien à voir avec le programme des 100 jours. Ils avaient prévu 1 800 000 pour inciter les jeunes à créer des emplois, l'entrepreneuriat des jeunes. 1 800 000. Qui a vu cet argent être utilisé? Ils avaient prévu 774 000 dollars pour la production de poissons. Où en sommes-nous? Mais au-delà de tout ça, c'est dans les tableaux synthèse. Il y avait plus de 190 millions de dollars pour la construction
d'une centrale électrique à base de gaz à Mwanda. Plus de 190 millions de dollars. Où en sommes-nous? Avec l'argent disponible. Hein? Les fonds étaient disponibles. Où en sommes-nous? Alors dites-moi, lorsque vous me parlez de maisons préfabriquées de 57 millions de dollars, comparez l'enveloppe qui a été décaissée par rapport aux réalisations, vous allez vous rendre que c'était un projet criminel. Qui en a été l'initiateur? Qui a déjà vu Kamere être nommé comme superviseur d'un programme de gouvernance? Qui a vu l'acte et le nommant? Voyez-vous, le fait seulement qu'on a déchargé, on a enlevé tous les éléments qui touchaient à la personne de Félix Tshisekedi, ils ont commis beaucoup d'erreurs dans leur procès. Et je le disais, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et c'était fait à dessein. Kamere a refusé de donner les éléments qui chargeaient M. Félix Tshisekedi. Automatiquement, le procès était déjà entaché de beaucoup d'irrégularités. Parce qu'en réalité, la personne qui devait être poursuivie, ça devait être M. Félix Tshisekedi. Et son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le TGI. Si on avait arrêté M. Félix Tshisekedi, Kamere allait le suivre. Mais le fait seulement qu'on a déchargé M. Félix. Donc l'accusé principal devait être Tshisekedi. Bien évidemment. Kamere est peut-être co-auteur ou complice. Effectivement, co-auteur, complice. Mais on ne pouvait pas poursuivre Kamere. Parce que la délégation du pouvoir, d'abord, il y a usurpation de compétences. Parce que la compétence de mettre sur pied le programme revenait au seul gouvernement. M. Félix Tshisekedi s'en est accaparé. On vous disait que là, on ne pouvait pas laisser le vide parce que le gouvernement était démissionnaire. Ah non. Le principe est que le Premier ministre investi ne peut être remplacé que par un autre Premier ministre investi. Même si vous les destituez par une motion, il démissionne, il doit rester en fonction. Jusqu'à ce que l'on installe le nouveau Premier ministre. C'est comme ça que lorsqu'il y a passation du pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il est déchargé. Ce n'est pas le fait que vous trouvez un Premier ministre, vous dites non, voilà, et comme il n'est pas de notre obédience, on les met de côté. Ah non. Et voilà aujourd'hui. Et vous, selon vos informations, les 700 millions étaient sortis. Vous dites que le projet sont jetés 700 combien? Près de 700 millions de dollars. Les 488 millions, c'était dans les tableaux de... Tableau synthèse, c'était déjà du mensonge. Ils n'ont pas intégré l'argent là parce qu'ils savaient que c'était du cash. Quel argent? Les 700 et quelques millions? 190, plus de 190 millions. Je peux vous les montrer, j'en ai ici dans mon téléphone. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils avaient effectivement l'intention de nuire. Mais M. Félix Tshisekedi ne sera probablement pas jugé aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le départ de 2 juges de la Cour constitutionnelle et le chambardement qu'il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a fait de celui qui est aujourd'hui président justement pour le protéger parce qu'il savait qu'il avait déjà touché aux fruits interdits. Et aujourd'hui on vous dit non, non mais dites-moi, il y a eu des détournements, oui ou non? M. Kamere n'est pas innocent. Mais M. Kamere a été mal jugé. La Cour constitutionnelle n'a pas innocenté Kamere. Non, la Cour de cassation. La Cour de cassation n'a pas innocenté Kamere. La Cour de cassation a constaté qu'il y avait des vices de procédure. Il y avait un problème en termes de jugement. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont construit là tombe. Mais nous savons qu'est-ce qu'il y a eu comme tractation pour que nous arrivions effectivement à lever cette option. Ça se disait déjà. M. Félix Tshisekedi a besoin d'un répondant dans la partie Est. Un point focal. Voilà pourquoi il veut formater des histoires. Le fait seulement qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui s'est fait. Il pense que Kamere pouvait jouer pleinement le rôle de coach pour l'aider à sauver le peu d'honneur qui lui reste. C'est comme ça qu'on a tout boutiqué. Alors, avec une justice politisée, que pouvons-nous attendre? On a escroqué l'État. Ce n'est même pas un simple... On a escroqué l'État avec les mêmes instruments de l'État. M. Kamere rentre chez lui. L'argent de la République n'entre pas dans le compte du Trésor. Ce qui veut dire qu'on nous a berné. C'est quand même décevant. Non, mais quand on dit que c'est un coup politique orchestré par Tshisekedi lui-même, qui préparerait Kamere comme Premier ministre, est-ce que vous croyez à cette hypothèse-là aussi? Si M. Félix Tshisekedi peut transcender ses égaux et serait en mesure de nommer M. Kamere, je vous dis, et je peux prendre, je ne voudrais pas prendre des engagements ici, je vous dis sincèrement, s'il a besoin de quelqu'un, il aura besoin d'un pantin, d'un assistant. Il ne va pas créer un challenger. C'est-à-dire que si M. Kamere accepte, il doit prendre la posture de Bemba. Vous êtes là, vous faites semblant,
Mais en réalité, ce n'est pas vous qui êtes détenteur du pouvoir. Kamere fera quoi? La posture de Bemba. Bemba, vous ne voyez pas comme tel qu'il est devenu là. On ne le sent pas, il devient un élément de... Eric Wemba dit qu'on lui a donné 21 millions dans un procès bizarre ici pour les calmer. Hein. Avec la RVA. Avec l'affaire de César. 21 millions de dollars. On aurait fait condamner la République à lui verser 21 millions de dollars. Donc, est-ce que vous pensez que Kamere, lui, peut accepter cette posture-là de l'agneau, d'un pantin, comme vous le dites, au profit de Tshisekedi? Kamere, c'est quand même un animal politique. Est-ce que vous pensez qu'il peut... C'est un humain congolais. Il n'est pas si différent que ça. Bien qu'il a quand même des atouts que Félix Tshisekedi n'a pas. Mais il reste un Congolais. Il peut bien jouer ce rôle-là d'être là comme un figurant, alors que tout s'est fait à la présidence de la République, comme s'il y avait un gouvernement parallèle à la présidence de la République. Non, mais posez-vous d'abord la question, que gagnerait Félix Tshisekedi s'il donnait plein pouvoir à un premier ministre et que lui ne maîtrise pas? Lorsque je vous disais ici, notre frère qui est là, et qui ferait de la figuration, il serait l'assistant de M. Félix Tshisekedi, personne ne me croyait. Dites-moi, il sert à quoi, ces messieurs-là? Il sert à quoi? Votre fameux Premier ministre, il sert à quoi? Il y a même des chefs, des chargés d'études de la présidence qui valent mieux que lui. Il sert à quoi maintenant là? Il sert à quoi? Rien du tout. C'est la même chose parce qu'au regard des données sur le terrain, des données politiques, M. Félix Tshisekedi n'a rien à gagner de créer une autre force au sein de l'Union sacrée qui pourrait marcher sur ses ambitions. Vous êtes là, vous faites de la figuration, vous êtes Premier ministre, justement pour drainer nos frères de l'Est et de les amener à soutenir la démarche de M. Félix Tshisekedi, mais en réalité, le pouvoir doit être détenu. Parce qu'il est dans l'approche de la centralisation du pouvoir. Et Kamere constitue un danger pour M. Félix Tshisekedi. Essayez de vous imaginer Kamere Premier ministre. S'il développait le réflexe de se venger, parce qu'il en a aussi droit, hein, de se venger, il est Premier ministre. C'est-à-dire qu'il gère l'argent. Vous lui donnez la plénitude du pouvoir. Et de l'autre côté, il y a Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi kabiliste. Vous prenez de l'autre côté Bahati, le trio là, avec notre frère qui est président de la Cour constitutionnelle, mais ce pays c'est parti. On n'aura même plus besoin de la révolution. Félix Tshisekedi ne le fera pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais été capable de respecter sa propre. Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Il ne fera pas de Kamere Premier ministre. Il ne le fera pas. Il ne faut pas rêver. Il ne le fera pas. S'il le fait, à ses risques et périls, il ne le fera pas. Donc vous ne voyez pas Kamere Premier ministre? Non, non. Je le vois pas. Mais au moins, vous confirmez que ça, c'est plutôt un procès politique? Non, mais... Ce qui s'est passé à la cassation, c'est Félix Tshisekedi qui a décidé. Ah bon. C'est Félix Tshisekedi qui gère tout. Il peut décider même pour que vous deveniez député. Qui a décidé sur le sort de certains membres de l'Assemblée nationale? Qui? Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. Il a obligé, il a instruit la Cour constitutionnelle de revoir certaines décisions. Tout le monde le sait. Moi, je ne vois rien de bon sortir de M. Félix Tshisekedi. En tout cas, pas. Merci pour les compliments. Madame Moi, je ne vois rien de bon sortir de M. Félix Tshisekedi. Peut-être en tant qu'humain, mais pas en tant que gestionnaire. Il n'y a rien de bon là. Rien du tout. Rien du tout. Dans un pays pauvre, quand on est à internet, tout le monde est comparé de tel et site. Ça, tout le monde. Ça, la nion sur tout le monde. Tout le monde a vu. Mais à Sony. Non, non, moi, beaucoup de bouillis. Ils ont Sony. Kola t'a montré la Sony. Si. Kola t'a montré la Sony. Si. Yola t'a montré. Tu Kola t'a montré la chair dans Mboka pauvre. Et la Sony. So Kola t'a montré. Non, tout le monde a pour ton Mboka. Tu yosa osare pas l'état. Yo na lobby. Tu yosa pas l'état. Attends, mon t'as la porte. Oh, attends, le président français a tardé. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce qu'à là, par rapport à vos conditions de vie, ils ont beaucoup d'argent. C'est un pays riche. Mais leur président ne peut pas porter de montre à 300 et quelques mille $, alors que les agents publics de l'État ne sont pas payés. Ces contrastes-là démontrent à suffisance que nous avons affaire à des jouisseurs. À des jouisseurs. Hein?
Ils ne servent à rien. C'est le temps de l'envoyer en retraite anticipée. Ils ne servent à rien. Ils servent à quoi? Dites-moi. Ils ne sont même pas capables de maintenir, de stabiliser le prix de pain. Ils servent à quoi? Dites-moi. Ils servent à rien. Pour moi, je le considère comme un pouvoir inutile, mal acquis. Allez, Bolodja, l'actualité dans le pays, c'est quand même aussi cette affaire de carburant. Avant tout, le 145 territoires. Et tribalisme. Oh là là. Moke peli moto, mon frère. Moke peli moto. Bakasayen. Oh, Bakatangé. Avec en toile de fond, dernière déclaration au Kolanda. Il y a Madame Dominique Mounongo qui dit que Bakasayen, Bazoye pas bon. Est-ce que Ozobanga, parce que il y a danger, peut-être que ça peut exploser à tout moment, que tribalisme, yo lecture au ça la tribalisme no rien. Ce qui n'a le bakate, peut-être au monde on des innovations à Sika, mais je l'ai toujours dit, c'est pouvoir et fandi, socle à pouvoir c'est le tribalisme. Je l'ai dit et je continue à le dire. Où est le livre d'Angat? Sur la page 2e. Épigraphe. La nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres les plus intimes de notre être. Les sentiments d'une solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre ensemble. Sans doute, les éléments déterminants de ces sentiments sont divers. La race, la langue, la religion, le souvenir commun, l'habitat, mais quelle que soit leur influence, on doit comprendre que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Mancini. Il a été cité par Georges Biordeau, qui est un grand doctrinaire en droit. Cela veut dire quoi en clair? Nous avons voulu que le président de la République soit le symbole de l'unité nationale. Ça a été voulu. Lisez l'exposé des motifs de la Constitution et tous les restes de la Constitution, on lui a donné le pouvoir, le droit d'être le symbole de l'unité nationale. Il devrait avoir la même valeur que le drapeau, la monnaie et ainsi de suite. M. Félix Tshisekedi a failli à sa mission. A failli à sa mission justement parce que lui ne considère que le périphérie. Lorsque nous vous disions, il faut chercher à harmoniser le développement, le processus de développement, de transformation des structures, c'est justement pour que nous évitions de tomber dans cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a exode. Tout passe par les degrés de développement de nos provinces. M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. M. Félix Tshisekedi ne savait pas aussi le fait d'avoir laissé le membre de sa famille politique de commencer à maltraiter les autres. On allait arriver là. Ils ont beaucoup de pouvoir qu'ils ne méritent pas. Comment voulez-vous, lorsque vous tweetez, vous ne voyez qu'une catégorie des gens vous attaquer? Lorsque vous réagissez, on vous dit non, vous êtes tribaliste. Alors que tout le monde aujourd'hui est victime du tribalisme. Tout le monde sans exception. Parce que M. Félix Tshisekedi ne comprenait pas ça. Il y a eu Anaclé Kabalou. Entre le mois de février et mars 2019, ils ont organisé une activité au stade, au niveau de Mbujimaï, devant le public de plus de 20 000 personnes. Il vous a dit ceci. Yo mwana akasai. Comme opposant à Félix Tshisekedi. Sur comme opposant à Félix Tshisekedi au Koufa. C'est-à-dire que tout Kasaï est obligé de soutenir Félix Tshisekedi. Anaclé Kabalou, c'est un pasteur. Non, on l'appelle apôtre. Oui, apôtre Kabalou. Oui. Lorsque moi je fustigeais ça, les gens ne comprenaient pas. Tout le monde aujourd'hui est frustré. Même moi là, je suis frustré. Tout le monde est frustré, justement parce que M. Félix Tshisekedi ne sachant pas gérer les ardeurs de ceux qui sont tout autour de lui, il a occasionné ça. M. Félix Tshisekedi est parti à Londres. Il vous dit que sa tribu est victime du tribalisme. Au-delà de tout. M. Félix Tshisekedi dit Machamoumeno. Quand on lui reprochait de ça, il ne comprenait pas. Et de l'autre côté, nos frères du Katanga, ils ont le même réflexe. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence il y a bien longtemps. Parce que dans le Katanga, la majorité des gens qui y vivent sont des Lubakat. Et de l'autre côté, il y a les Luba, qui sont aussi dans les Kasaï.
Le problème ne concerne pas tous les Kassaïens. Nous devons nous le dire. Le peuple qui sont touchés directement, c'est d'abord les Luba et certains Katangais. Ce ne sont pas tous les Katangais qui ont cette posture-là. Celui qui devait jouer le rôle des catalyseurs, la capacité de fédérer les gens dans la même vision, il a échoué lamentablement. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a très longtemps, dans leur histoire, il y avait un roi au niveau du Kasaï qui était influencé par son entourage, qui voulait éliminer son neveu, dont le père était katangais, sous prétexte qu'il voulait récupérer son pouvoir. C'est comme ça que le guerrier là, le katangais Lubakat, a eu à tuer le grand-père des Kassaïens, en lui coupant la tête. Leur crise n'a pas commencé aujourd'hui, il y a bien longtemps. En 1958, lorsqu'il y avait influence politique, prenons déjà en 1960, il y avait déjà des conflits entre les deux. Qui ont tué Lumumba? N'est-ce pas les Katangais? Qui ont tué les membres du parti du MLC, du MNC, Lumumba? Ceux qui étaient au gouvernement, même ceux qui étaient en dehors. Le massacré de Bakwanga. N'est-ce pas le Luba? Ces conflits-là existent. Mais pour que nous ramenions tout le monde à l'unité nationale, il faut que les institutions travaillent dans ce sens-là. Mais ce fait, c'est qu'il ne joue pas ses rôles. Il laisse les débats dans la rue. Il voudrait assez que la population puisse trouver des solutions aux problèmes que lui devait gérer. Lorsque vous ne tenez pas compte des tribus, lorsque vous ne voyez que vos gens, vos proches, ça crée de la frustration partout. Mais je voudrais dire à la population, nous ne sommes pas obligés de nous laisser emballer dans le saut d'humeur de la politique. Nous voulons vivre unis. La nation trouve son origine. C'est vrai que nous pouvons avoir des diversités, des disparités. C'est vrai que nous pouvons avoir tout ce que nous avons. C'est que nous avons l'essentiel que Mobutu nous a laissé, que le père de l'indépendance nous a laissé, c'est l'unité nationale. Nous devons tous investir dans l'unité nationale, permettre à ce que nous puissions nous rapprocher dans le respect de nos diversités et particularités positives. Nous ne sommes pas obligés d'être identiques dans tout. Non, nous sommes différents, mais dans cette différence, nous devons constituer le socle de l'unité. Lorsque quelqu'un vous dit les Kassaïens, ce n'est pas du tribalisme. Parlez plutôt du régionalisme. Le Kasaï n'est pas une tribu, c'est une entité. Mais lorsqu'on vous dit Moulouba, là on parle des tribus. Alors pourquoi on fait un problème? La dame, effectivement, il y a une sorte de déviation, mais c'est contenu parce qu'elle n'est pas allée aux extrêmes. Non, mais quand tu dis que vous quittez chez vous, vous venez chez vous. Non, mais chez vous, là, ça dit... Ça, c'est contre la Constitution, non? La Constitution dit que le Congolais est partout chez lui, non? Non, on ne doit pas analyser... Quand tu dis que vous venez chez les gens, vous commencez à manger les chiens, tout ça, c'est ça le problème. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les tribus? Avec la tribu? Non, il parlait de Balouba, les Kassaïens. Est-ce qu'elle a parlé de Balouba? Est-ce qu'elle a parlé de Balouba? Elle n'a pas parlé de Balouba. Elle parle de Kassaïens en tant qu'entité de l'État. Elle n'a pas parlé de tribus. Les Kassaïens, moi je suis ressortissant de l'Équateur, mais je ne suis pas équatorien. Je suis quinois. Lorsque nous quittons en masse et nous allons au Congo central, ceux qui y vivent ont aussi le droit de constater qu'effectivement il y a un problème. Si seulement il n'y avait pas un développement déséquilibré, peut-être les gens n'allaient pas se déplacer. Au lieu de traiter des questions de fond, on prend tout ce qui est superficiel et on en fait un problème. Non, elle doit retirer. Non, mais attendez. Lorsque notre ami John Kabamba, journaliste et Canal Mercure, le peuple parle, est allé au Kasaï. Moi, j'ai suivi les Kassaïens, fustigé le fait qu'il y avait une mauvaise gestion. Il y a un abbé qui a prêché et qui a insisté sur le fait que les gens s'est vidés justement parce qu'il y a la pauvreté. Félix Tshisekedi était encore au pouvoir. Lorsqu'Israël Moutombe est allé au Kasaï, il a vécu, il a dit, vaut mieux vivre en enfer, au cimetière, que vivre en Bujimaï. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Francis Kalombo l'a dit. Nos frères du Kasaï vont au Katanga, ils commencent à casser le tombe pour avoir des barres de fer et aller revendre pour vivre. Qu'est-ce que ça de différent? C'est justement parce que la dame n'est pas Kassaïenne, voilà pourquoi on s'attaque à elle. Qui vous dit qu'il n'y a que les Kassaïens qui ont le droit de fustiger la mauvaise gestion du Kasaï? C'est ça le tribalisme. Vous vivez à Kinshasa, vous vivez à Kinshasa.
On parle de ce qui s'est fait au Kasaï et vous portez la responsabilité comme si on vous attaquait. C'est ça le tribalisme. J'ai le droit, moi, en tant que chercheur, de parler de la situation du Kasaï. J'ai le droit. Pourquoi interdire aux autres tribus de parler de la situation du Kasaï? Vous pensez que seuls le Kasaïen ou le Louba ont le droit de parler? En parlant Kasaïen, ce n'est pas du tribalisme. Non, le Kasaï, c'est une entité. Ce n'est pas une tribu. Donc c'est comme moi, je suis du Kasaï, je suis à Kinshasa. Si je vais au Bas-Congo, on dira Kinois Bayaki. Alors, on ne parlera pas de la tribu. Les Kinois, c'est par rapport à votre localisation géographique. Les Kasaïens, ce sont ceux qui habitent au Kasaï. Mais les gens qui ont encore les souches de tribalisme, ils prennent l'affaire et ils veulent porter ça. Non, attendez. On ne parle pas de vous qui vivez à Kinshasa. Donc vous n'avez pas été choqué par ce que Mme Boudongo a dit. Non, c'est une manière de vous interpeller qu'il y a un problème. Au lieu de regarder le problème, vous regardez les à côté. Elle vous dit qu'il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement, il y a un problème de déséquilibre. Il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de gestion des ambitions. Au lieu de vous attarder sur ça, et d'ailleurs, ce problème-là tel qu'elle a relevé, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a-t-il déjà fait depuis qu'il est au pouvoir? Je vous donne juste des cas. Sur 1500 logements sociaux, M. Félix Tshisekedi avait prévu 600 au Kasaï. S'il y avait 600 logements sociaux construits, là-bas, on allait résoudre tant soit peu le problème. Sur le 240 millions de dollars réservés pour les routes, il y avait plus de 10% qui étaient prévus, plus de 15% qui étaient prévus au Kasaï. S'il avait seulement pris cet argent et qu'il avait bien investi, on allait résoudre tant soit peu le problème. Par rapport à la problématique de la création de de dessert en eau potable pour forer de l'eau, c'était prévu là-bas. M. Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. Si déjà tout l'argent, d'ailleurs, parmi les provinces qui ont plus bénéficié du programme de 100 jours, c'est les Kasaï. Plus de 30% des ressources prévues, c'était prévu pour les Kasaï. Ils ont détourné ça. Ils ont détourné. Qui a détourné? On a cité le nom de John Toumba. Il est de quelle entité? N'est-ce pas qu'il est du Kasaï par rapport à son origine? Qui ont détourné l'argent de la République qui était destiné à la population? Oh, ici, vous voulez nous démontrer que c'est vous qui défendez les intérêts des Kasaïens, alors que les Kasaïens souffrent là-bas. Les Kasaïens souffrent. Moi, j'ai l'oncle à madame qui a quitté Kabeaka Mwanga. Il résidait pendant un certain temps en Bujimaï. Il vous dit qu'il ne peut plus supporter. Il a quitté. Il est aujourd'hui à Kinshasa. N'est-ce pas qu'on a droit aussi d'en parler? Qui vous a dit que pour parler du Kasaï, il faut être Kasaïen? Qui vous a dit ça? Pourquoi voulez-vous interdire aux autres de critiquer ce qui s'est fait? L'abbé qui critique chaque fois la situation de... Pourquoi vous ne l'entendez pas? Lui aussi, il est Kasaïen. Abbé Blaise Kanda. Voilà. Voilà un patriote. Il vous dit chaque jour qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pour produire les œufs, ça demande combien de temps? Les œufs, l'œuf, ça demande combien de temps? Pour produire du viande de porc, ça demande combien de temps? Pour produire les maïs, ça demande combien de temps? Qu'avez-vous fait là-bas? Parce que si je parle de l'Équateur, vous direz, ah voilà, il est tribaliste. Mais je parle maintenant du Kasaï. Qu'avez-vous fait? Vous avez fait plus de 360 jours au pouvoir. Qu'avez-vous fait? Rien. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux gens de vous rappeler ce que vous devez faire. Mais ce qui est aussi vrai, un Congolais peut se déplacer, il peut trouver sa résidence ailleurs. Je suis sûr et convaincu, dans le Katanga, il y a les Tétéla, il y a les Luba, il y a le Mongo, il y a le Lokele. Pourquoi toutes ces tribus-là n'ont pas de problème? C'est justement parce qu'avec les Kasaïens, vous voulez faire de ça une question politique. Que ce soit du côté de la dame, que ce soit du côté de M. Félix et sa cohorte. Nous ne voulons pas que vous nous ameniez vos débats politiques au niveau de la population. Parce que c'est que vous ne savez pas. Lorsque la population se fâche, elle détruit tout sur son passage. La population n'a pas de tête. C'est ce qu'on appelle la masse. Arrêtez d'amener vos débats politiques au niveau de la population. Vous risquez d'enclencher le début de la division. Et la division amène toujours aux guerres civiles. Il faut éviter ça. Je ne viendrai jamais ici reprocher à quelqu'un le fait d'avoir critiqué l'Équateur. Jamais. Donc pour vous, le responsable de cette affaire, Félix Tshisekedi. Non, mais c'est lui qui en est responsable. Et sur le plan constitutionnel, et sur le plan politique,
et sur le plan sociologique. C'est lui qui a jeté de l'eau, qui a arrosé la sémence de la division. Parce qu'il pose des actes qui énervent certaines sensibilités. Aujourd'hui, toutes les tribus sont frustrées. Ce n'est pas seulement au Kasaï, même ici à Kinshasa. Essayez seulement de voir les comportements des gens devant le motard. Quelle que soit sa tribu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas consolider l'unité nationale. Mobutu a pris toute sa jeunesse pour consolider l'unité nationale. Et voilà, M. Félix Tshisekedi arrive. Ceux qui prétendaient dire que lui, c'est un Quinois, qui connaissent la maison de sa maman. Allez dire à maman Marthe, bien que je ne veux pas entrer dans ça, allez dire à maman Marthe que son fils est en train de chouer là où les autres ont réussi. Allez lui dire ça. Respect, maman. On a fait des choses compliquées, mais non, mais allez lui dire ça. Maman Marthe n'est pas dans la politique. Mais vous avez considéré que si son fils fautait, vous allez courir directement à Limete. D'ailleurs, j'appelle mon jeune frère, Saïd. Vous connaissez l'adresse? C'est à Limete. Allez-y. Non, allez-y. Parce que, qu'est-ce que nous avons de précieux en dehors de l'unité nationale? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Nous avons vécu comme ça plus de 60 ans. 60 ans avec 450 tribus. Ça, c'est un atout que les autres nations n'ont pas. Au Rwanda, ils n'ont que 3 tribus là-bas. 3. Mais il y a eu guerre civile. Ils se sont entrés, tués plus de 800 000 personnes d'après leurs statistiques. Mais chez nous, nous restons dans l'unité. J'étais à Isiro, j'ai vécu là-bas. J'étais à Bunia, j'étais à Kananga, j'étais à Mbujimaï, j'étais à Chikapa, j'étais à Mbujimaï, à Lubumbashi, j'étais à Kamina, j'étais à Kikwit, j'étais dans le Bas-Congo, j'étais presque partout, j'étais à Goma. Je n'ai jamais vu quelqu'un me rejeter parce que je n'étais pas originaire de là. Non, on me considère toujours et partout comme un Quinois. Comme un Quinois. On ne m'a jamais rappelé que j'étais équatorien. Jamais. Vous ne trouverez jamais un Louba rejeter quelqu'un parce qu'il est d'une autre tribu. Non. Mais sur des questions politiques seulement qu'il y a des divisions. Alors travaillez. Si vous pensez que vous ne valez rien et que vous n'êtes pas en mesure de résoudre ces problèmes, monsieur, rendez les tabliers, vous êtes incompétent. Parce que la première des missions, c'est de conserver l'unité nationale. Je suis pour l'unité nationale, je vais travailler pour l'unité nationale et je n'accepterai jamais que vous amenez vos débats pollués pour diviser le peuple. Le peuple n'est pas directement lié à la personne de M. Félix Tshisekedi. Il va passer. Pourquoi voulez-vous nous amener dans ça? Ce n'est pas normal. Et les gens oublient. En faisant vos déclarations là, vous jetez de l'essence sur le feu. Tant que vous avez un avion, vous avez un passeport. Passeport diplomatique, nous avons quoi? Arrêtez avec vos histoires. Alain Bolodjoa est donc notre invité du jour. Avec lui, on est en train de faire la lecture de l'actualité politique ici, en République démocratique du Congo. 1 heure d'émission, Alain Bolodjoa. Je vous ai fait venir parce qu'il fallait qu'on parle des 145 territoires. Je serai dans l'obligation de prendre notre rendez-vous avec vous. Je veux vraiment qu'on consacre une émission entière. Mais vous êtes quand même spécialiste en économie de développement. Ça fait 1 semaine qu'on n'a pas de carburant dans le pays. La queue, des longues files au niveau des stations, vous les justifiez comment, vous, spécialistes en économie? Non, mais je ne peux pas justifier dès lors qu'on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez d'éléments. Parce que ce qui est vrai, c'est que ce gouvernance, ce pouvoir de la honte, nous dit que cela a été dû au dérèglement ou au dysfonctionnement des systèmes de distribution. Si cela pouvait se justifier le premier jour, pas jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a intention de faire de rétention de stock au niveau des exploitants de ce secteur, justement parce qu'il y a des malaises. Nous avons pris la résolution de suppléer au manque à gagner dû par le fait qu'il y a hausse de prix, et pour maintenir le prix sur le marché, nous sommes résolus de pallier à ces subventionner le quota. Ce qui fait que en 2019, l'État a eu à décaisser 100 millions de dollars, ce qui a conduit, nous a amené à la décote de 15 millions dont on parle souvent. Ça représente 15%. La question que nous devons nous poser, est-ce que le gouvernement a été en mesure de payer ce qu'il doit aux opérateurs? C'est là où on doit commencer. Parce que s'il y a un problème là-bas, ils peuvent créer des rétentions de stock justement pour empêcher à ce que les choses fonctionnent. Ils risquent de travailler à perte. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des opérateurs économiques. En tant qu'agents économiques, ils ne visent que leur profitabilité. Est-ce que votre gouvernement est suffisamment sérieux? Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils nous vendent du vent
Et aujourd'hui, nous comprenons qu'ils sont capables de rien faire. Les dangers maintenant, c'est quoi? Ça crée une psychose. Cela met la population dans une position de précaution. Tout le monde va aller vers les stations justement pour s'approvisionner. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la situation va être résolue. Et là, la demande s'accroît. Avons-nous la capacité de maintenir la situation? Et c'est là une incidence sur le transport. Au-delà du transport, ça va aussi impacter, n'est-ce pas, le prix des biens et des services. Alors, dites-moi, si vous êtes incapable de solutionner même les petits problèmes, vous servez à quoi? Comment peut-on avoir la même situation? Et ce que vous nous dites n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité. Moi, je pense qu'il y a effectivement un problème. On peut dire au niveau international, il y a hausse des prix, oui. Mais la stabilité du prix peut aussi passer par des politiques conjoncturelles que l'on met en place. C'est-à-dire qu'avec le mécanisme tel que fixé et par vos prédécesseurs, il y a possibilité de stabiliser les prix et l'État prend en charge. Si vous considérez que vous voulez résoudre le problème de manière pérenne, évitez de continuer avec ce système-là, que l'on connaisse la réalité de prix sur le marché. En ce moment-là, la population va se préparer en conséquence. Mais ce que vous faites là, c'est vendre du vent. C'est vendre du vent. Et ça ne fera que compliquer un peu la situation. Non, mais plus les temps passent, plus ça devient encore plus profond. Parce qu'aujourd'hui, là, la demande s'accroît. Même ceux qui avaient de l'espoir que la situation allait s'améliorer, ils se rendent compte que la situation va de mal en pire. Automatiquement, ils vont chercher maintenant à faire des réserves. Plus il y a la demande et que l'offre ne suit pas, ça crée un déséquilibre. Et qui nous dit qu'on va continuer comme ça pendant 2 mois, 3 mois. Ça peut aussi dégénérer. On va finir. Allez, Bolodja, on prend rendez-vous la semaine prochaine pour revenir sur les 145 territoires. J'ai vu que l'Emmanuel était déjà là. On va vraiment faire une émission tout entière sur cette affaire que vous considérez d'arnaque déjà qui se prépare. Vous dites même que... Vous l'avez appelé comment d'ailleurs? C'est MAP, hein? Vous avez dit c'était quoi? RAM 2. RAM 2, on va faire tout émission. Mais un mot quand même par rapport aux attaques des M23 dans l'Est de la République. Le président avait dit que s'il ne ramenait pas la paix et la sécurité dans cette partie, il a échoué. Donc, comment vous justifiez que nous entrons dans des plateformes, plutôt dans des organisations sous-régionales? Nous avons un Paul Kagame qu'on présente comme un frère, mais que nous ayons des situations d'instabilité dans cette partie du pays. Je vous l'ai dit. Le Congo aujourd'hui, le pouvoir actuel apparaît comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. Ils ont beaucoup de pouvoir, voyez-vous. Et je pense qu'il est temps que nous les amenions dans... Bon, je voulais parler de la poubelle, là je retire. Il y a effectivement un problème. Le membre de l'Union sacrée, parmi les membres de l'Union sacrée, il y a les M23. M23 fait partie de l'Union sacrée. Ils ont fait leur déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Et on nous dit non, ça c'est le côté... La branche politique. La branche politique, mais la branche armée reste dans la partie Est. Et vous allez vous rendre compte, l'attaque du M23 a intervenu 2 jours après la rencontre de Jordanie. On ne doit pas nous prendre pour des enfants. Nous savons ce qui se trame. Qu'est-ce qui se trame? C'est qu'il n'a la maîtrise de rien. Rien du tout. Comment voulez-vous, vous qui avez le pouvoir de l'État et dans l'État, vous n'arrivez même pas à faire fléchir le M23, même par rapport à votre communication. Il y a un général qui est passé à la télé, qui a dit clairement qu'il avait attrapé, fait arrêter des militaires rwandais chez nous. Quelle est la position de votre fameux gouvernement? Qu'ont-ils dit? Allez vérifier dans la partie Est. Nos militaires n'ont pas la dotation voulue. Il y a un problème de motivation. Les 2 généraux qui gèrent les 2 territoires là, les 2 provinces là, n'ont pas le moyen de leur politique. Vous voulez une chose son contraire. On ne peut pas gagner la guerre qu'avec les discours. Il faut donner des équipements aux militaires. Il faut motiver les militaires. Ont-ils le moyen de mener toutes ces stratégies, toutes ces opérations? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en clair, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte ne méritent même pas 1 minute. Si nous étions dans un pays sérieux, une population aguerrie, consciente de sa responsabilité dans la gestion et consciente de son destin, M. Félix Tshisekedi allait être envoyé en retraite anticipée. Parce que tous les indicateurs sont au rouge. Rien ne va, rien du tout. Merci beaucoup Alain Bolodja. On se retrouve la semaine prochaine pour parler 145 territoires. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Notre invité du jour, c'était donc Monsieur Alain Bolodja.
Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Merci également à notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko Betokos. On l'a dit, c'est Kitoko, Yemoro Kitoko, Bilamba Kitoko. En passant, si vous avez aimé cette veste et cette cravate, c'est encore elle qui m'habille ce matin. Autant à vous prendre. Je peux la dire tout. Donc, passez cette veste bleue, tout ça. C'est donc l'œuvre de notre partenaire de la boutique, la Londoloise. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous, à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.